Bonjour à tous, merci de vous être connectés pour ce webinaire avec Cécile Dejoux qui est donc organisé par Juliette Stawen. Je vous présente Judith, que vous voyez à l'écran. Judith va être notre modératrice, c'est grâce à elle que tout ceci s'organise, donc c'est notre directrice de la communication et on est content de l'avoir avec nous. Merci, bonjour à tous. Alors, la thématique aujourd'hui, c'était l'IA en entreprise, comment s'y préparer. Et l'objectif, effectivement, c'est d'interviewer Cécile, que tout le monde connaît. Alors, si vous ne la connaissez pas encore, Cécile est professeure des universités au CNAM, professeure à l'ESCP Europe. Elle est fondatrice du Learning Lab Human Change, dont Juliette Stawen est un des membres fondateurs. Et elle écrit effectivement un certain nombre d'ouvrages. Et le dernier, effectivement, qui a un grand succès, c'est l'IA et moi. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va vous faire une page de publicité sur JS Stawen. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore ce cabinet, donc je vous rappelle que c'est la fusion de deux cabinets qui étaient Bernard Julier, que vous connaissez sûrement de nom, un des leaders du développement et du capital humain, et de Stawen, cabinet en stratégie organisation. Et aujourd'hui, nous sommes à peu près 430 collaborateurs et nous intervenons sur 4 domaines qui sont tout ce qui est lié au business transformation, au people transformation, à l'agile transformation et à la digital transformation. Pourquoi? Parce que nous avons 18 expertises que nous combinons pour accompagner les transformations des organisations. Cette combinaison, en fait, l'objectif, c'est de créer de la valeur avec une conviction forte, c'est qu'on ne peut pas transformer une organisation si on n'allie pas dès le départ, dès l'amont, les enjeux business, agilité, digital et people aujourd'hui pour réussir une transformation. 8% de notre chiffre d'affaires est en R&D, donc la recherche et le développement est extrêmement important, d'où effectivement le Learning Lab Human Change, d'où des think tanks, d'où beaucoup de sujets sur les neurosciences. Voilà, donc c'est tout un écosystème qu'on a développé autour de ça, et évidemment l'IA fait partie des sujets de recherche sur lesquels nous travaillons, et en particulier avec Cécile. Cécile, peut-être je te propose de rentrer dans le vif du sujet avec les questions qu'on a préparées ensemble et qui tournent autour finalement de plusieurs sujets qui sont finalement quelles sont les nouvelles compétences à développer chez les collaborateurs pour qu'on puisse s'interfacer demain avec l'IA. Les thématiques au lieu de quel doit être le rôle du DRH finalement dans sa globalité pour pouvoir justement être concrètement prêt à préparer ses collaborateurs avec l'IA. Et puis surtout, quel impact peut avoir l'IA pour le manager et comment lui aussi doit-il s'y préparer. Alors, j'ai une première question un peu de néophyte, Cécile, ce serait finalement quand on parle d'IA dans les ressources humaines, parce qu'on parle beaucoup d'IA depuis 3 ans de manière globale, finalement, qu'est-ce qui a changé depuis 3 ans? Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui dans la direction des ressources humaines, ou bien est-ce que ça reste encore un peu de science-fiction et l'IA est le buzzword qui fait plaisir à tout le monde? Excellente question. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Un immense merci, Julien, pour cette invitation. Je suis ravie de travailler avec le Learning Lab Human Change, qui est une chaire partenariale dont vous avez été le fondateur. Juliette Stawen a été vraiment le membre fondateur. Un immense merci. Avec Isabelle Galli, on a créé cette chaire partenariale il y a 5 ans au CNAM et un de nos premiers sujets a été la transformation numérique et l'intelligence artificielle. On fait partie de ces enseignants-chercheurs qui vont sur le terrain, qui organisent des learning expéditions dans le monde entier, qui observent la transformation des métiers, des compétences au regard du numérique et de l'intelligence artificielle. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a eu 3 grandes étapes depuis 5 ans. Il y a eu la première étape au départ où en fait on était sur l'exploration du thème. Et c'est vrai que c'est surtout à l'étranger, aux États-Unis ou en Chine, qu'on parlait beaucoup d'intelligence artificielle. En France, on était beaucoup plus sur la transfo numérique il y a 5 ans et l'IA n'était pas dans le vocabulaire des DRH. Ensuite, on a vu une deuxième étape, une étape plus d'accélération qui ne venait pas de la RH d'ailleurs, qui venait surtout des projets IA dans les grandes entreprises du CAC 40 autour des data scientists, des experts métiers et puis surtout autour des informaticiens qui voulaient donc quelque part banaliser un petit peu les premières possibilités d'usage avec l'intelligence artificielle. Et puis depuis un an et demi,
Surtout, donc, depuis, j'allais dire, la crise du Covid, on voit tout l'impact de l'IA. L'IA dans les ressources humaines, ce n'est plus simplement un mythe, un buzzword, c'est une réalité. Pour 3 raisons. La première raison, c'est que de toute façon, ça augmente les performances de l'organisation en vitesse, en scalabilité, en bien entendu automatisation des processus, ça les allège, etc. Donc, ça fait faire moins d'erreurs, ça permet d'aller plus vite et ça permet de toute façon eh bien, de moderniser les outils que l'on a déjà, tels que les SIRH. Donc, premièrement, c'est une réalité. Le deuxième point en ressources humaines, c'est qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a des usages très intéressants dans toutes les thématiques RH. Par exemple, dans le recrutement, on va, grâce à des solutions d'IA, faire du sourcing différemment. On va analyser les personnalités et les émotions différemment. Donc, on va aussi, dans la formation, grâce au Learning Analytics, eh bien, suivre en France globalement, aux États-Unis et dans d'autres pays individuellement, les parcours de formation. Sur la paye, on a aujourd'hui eh bien, un volant d'innovation incroyable, puisque par exemple, on fait beaucoup moins d'erreurs, on peut envoyer la déclaration sociale nominative mensuelle grâce à des IA en automatique, etc. Donc on voit qu'en fait, dans tous les sujets RH, recrutement, talent, rému, attraction, QVT, etc. On pourrait en balayer bien d'autres. Il y a maintenant des usages avec de l'intelligence artificielle. Donc, la troisième idée, c'est que le DRH ne peut plus faire abstraction de cette thématique. Alors, il pourrait en parler peu, d'ailleurs c'est ce qui se passe aujourd'hui dans certaines entreprises, parce qu'en fait l'IA, c'est pas comme l'ordinateur, on ne la voit pas. Elle est invisible, c'est la continuité de la transfo numérique. Donc, on pourrait continuer à innover, à se moderniser sans parler d'IA. Et pourtant, il faut qu'il en parle parce que c'est un vrai sujet à la fois d'éthique, de gouvernance et surtout, Julien, de transformation des métiers. Ouais, donc effectivement, une réalité très concrète. Tu parlais tout à l'heure avec Isabelle, vous faites des Learning Expeditions aux États-Unis, en Asie. Finalement, toujours d'un point de vue RH, hein, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Qu'est-ce que tu dirais? Comment les DRH finalement en Asie appréhendent l'IA? Comment les DRH aux États-Unis ou sur la côte américaine appréhendent l'IA et par rapport aux DRH dits européens et donc français? Oui, alors on a cette chance, grâce à, donc bien sûr à cette chaire partenariale, hein, je répète, hein, vous êtes vraiment pour nous une figure historique, de faire des learning expéditions où en fait on n'accompagne pas des entreprises, on est simplement deux. Isabelle qui est sur tous les aspects start-up, écosystème, etc. Au niveau du Learning Lab, les aspects donc vraiment trouver les bonnes personnes, les bons thèmes et créer de la connaissance. Et on va voir à la fois des universitaires, on va voir des grandes entreprises et on va voir des écosystèmes de start-up. Donc, l'IA, ce qu'on peut dire aujourd'hui au niveau international. En Asie, il faut bien distinguer la Chine, Singapour, l'Indonésie. L'Asie, c'est pas uniforme, hein. En Asie, on a deux grandes tendances. On a la tendance, bien sûr, du géant de la Chine. Et nous sommes allés, bien sûr, en Chine, à la fois à Shenzhen, voir Huawei, les laboratoires d'innovation, voir l'écosystème des startups, etc. Là, c'est très clair. Il y a une maturité des collaborateurs dans l'usage au quotidien de l'IA. Tout le monde paye avec son téléphone et tout le monde est en fait très content d'avoir un accès donc à des services IA, même si on leur capte les données, parce que cet accès, c'est une montée en fait en niveau de vie pour les Chinois, hein. L'IA leur permet d'avoir un meilleur niveau de vie sur en fait plein de sujets, que ce soit les sujets de développement de formation, de développement de compétences, etc. Et les DRH là-bas, en fait, ils ont deux objectifs. Un premier objectif, c'est de monter en compétence les collaborateurs pour pouvoir faire des organisations les champions de leur domaine. Ils sont dans une logique 2030, la Chine est numéro 1 mondial. C'est ce qui leur a été donc édicté par le parti, hein, par le gouvernement. Et de toute façon, chaque entreprise a cet objectif. Donc, les collaborateurs doivent monter en compétences. Et le deuxième enjeu au niveau des RH, en Chine, c'est de changer le mindset des collaborateurs chinois qui sont disciplinés, qui sont extrêmement suiveurs, pour qu'ils deviennent innovants
qui cassent les codes, qu'ils apprennent à être un peu plus disruptifs, qu'ils pensent innovation, c'est-à-dire penser les problèmes en trouvant de nouvelles solutions, etc. Donc, c'est en fait vraiment une volonté de changer le mindset de la discipline à l'innovation. Si on parle maintenant d'un autre pays tel que Singapour, là, on est dans une autre logique. On est dans une logique où c'est l'État qui est une smart nation et où les décisions publiques sont prises grâce à des solutions d'IA, que ce soit les transports, que ce soit l'éducation, que ce soit la santé, etc. On pourra en revenir dans le détail. Et donc là, l'objectif des DRH, c'est vraiment en fait de créer des champions dans des niches pour pouvoir avoir des collaborateurs qui innovent. Et donc, on a besoin à Singapour d'innovateurs. Donc, on envoie les Singapouriens dans le monde entier, surtout aux États-Unis, pour qu'ils captent des méthodes et qu'ils les retransmettent dans leurs organisations à Singapour. Dernier exemple, en Chine, le Japon. En Asie, le Japon. Alors, le Japon, il faut bien comprendre que c'est un pays vieillissant. Donc, c'est peut-être la France dans 15 ans. C'est un pays où il n'y a pas de start-up. On est bien d'accord, l'innovation, elle est faite au sein des grands groupes. Elle n'est pas faite par des écosystèmes comme aux États-Unis ou en Europe par des startups. Et puis, au Japon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est un pays où il y a plein de robots, mais ils sont la culture papier. Ils n'ont pas du tout la culture numérique. Donc, ils ont énormément encore de papier dans leur organisation. Donc, il n'y a pas de SIRH. Tout se fait avec des papiers et des tampons. Donc, c'est très intéressant de voir que là, la première ambition des DRH, c'est de numériser les organisations et on n'est pas encore dans l'introduction des process d'IA comme on peut l'être en Chine ou à Singapour. Donc, on voit qu'en fait, en Asie, on a une multitude de mosaïques différentes sur la montée en compétences des collaborateurs et les préoccupations RH. Maintenant, si on va du côté des États-Unis et du Canada, alors là, c'est différent. Aux États-Unis, l'IA, de toute façon, fait partie de la vie courante puisqu'on a énormément d'innovation. Mais les DRH la vendent au niveau des collaborateurs à deux niveaux. C'est la sécurité pour vendre des nouvelles solutions auprès des clients. L'IA, c'est une façon de sécuriser en fait les consommateurs. Donc, on va créer des bracelets où on va mettre de l'IA, on va créer des lunettes connectées, on va créer des objets avec la surcouche sécurité. Pourquoi? Parce que les Américains, ils achètent de la sécurité. Et la deuxième chose, c'est qu'on va créer la surcouche gadget. Les Américains, ils adorent avoir les gadgets dans tous les sens. Alors, quand on va au CES Las Vegas, c'est impressionnant. Et donc, le gadget avec par exemple, le cube de QVT qu'on met sur le bureau et qui permet d'avoir un dashboard sur où se trouvent dans le building les bureaux où il y a le plus de potentialité de gestion de crise ou de mauvaise humeur, ça leur plaît. Ça leur plaît. Donc, c'est sécurité, innovation, gadgetisation. Donc, voilà. Donc, les DRH, ils sont sur vraiment cette volonté donc d'accompagner les collaborateurs à accepter cette sécurité, mais c'est assez simple aux États-Unis, et à utiliser pour tester et ensuite vendre. Voilà, donc on le voit au niveau, si on pourrait continuer avec le Canada, mais je ne vais pas être trop longue sur ce sujet, mais on le voit, on a des préoccupations RH différentes suivant les pays. Et donc, soit on monte en compétence au niveau de la transfo numérique, le Japon, soit on développe de nouveaux usages, les États-Unis, soit on va vers encore plus d'utilisation, donc presque imposée, c'est la Chine. Et en Europe, en France, on est sur la protection des données, on est sur la normalisation, on est sur les chartes et on est sur une IA éthique. Alors, justement, une question qu'on peut se poser ensemble, c'est quand je suis DRH et qu'on me dit il faut préparer mes collaborateurs et managers à demain, la première question que je me posais, c'était finalement à quoi on les forme? Voilà, si je dois faire une thématique de formation, ça serait quoi? Alors, c'est une excellente question. Il y a en fait deux types de réponses. La première réponse, c'est on forme qui? Quelle est la cible? Je vais vous donner un exemple très simple. Avec Isabelle, on a interviewé Eramet, le directeur de la transformation numérique et IA. Et Eramet, c'est un très grand groupe minier français qui est bien sûr international et qui a des mines un peu partout, en Australie, en Afrique, etc. Et en fait, on se dit, on est dans le métier de la métallurgie, on n'est pas dans les services. Pourquoi former à l'IA si ce n'est d'automatiser la production? Eh bien, en fait, ce que nous raconte Monsieur Donati, en fait, le Chief Transformer Digital de Eramet, c'est qu'en fait, ils ont
fait un choix qui n'est pas d'automatiser leur mine en priorité, mais qui est de former tous les collaborateurs à la culture data et à l'IA. Parce qu'en fait, même dans la métallurgie, le plus important, c'est comprendre comment les data peuvent transformer les business. Et donc, ils ont deux cibles. Une cible à laquelle on pense peu, qui est la cible des ingénieurs, parce qu'on se dit les ingénieurs, ils connaissent tout de l'IA. Bah oui, les nouveaux, mais pas les anciens. Ceux qui sont ingénieurs depuis 10 ans, qui sont arrivés dans les organisations, ils connaissent pas Python, ils connaissent pas en fait le mindset de l'IA, ce qui est en fait les nouvelles briques technologiques. Ils ont été formés, j'allais dire, à l'ancienne. Et donc, sa première cible, ça a été de remettre à niveau toute la population technique ingénieure, donc des ingénieurs qui sont rentrés entre 5 et 10 ans, à la culture data, à la culture IA. Et ensuite, la deuxième cible, ça a été de former l'ensemble des managers pour qu'ensuite ils forment leurs collaborateurs à la culture data et à la culture IA. Donc ça, c'était la première partie de réponse. Attention, il y a même donc des ingénieurs qu'il faut former à la culture data et à l'IA parce qu'en fait, ils n'ont pas eu ces connaissances dans leurs cursus initiaux. La deuxième partie de la réponse, maintenant, Julien, c'est à quoi on les forme? Et bien, en fait, on les forme à 4 choses. Déjà, il faut absolument que tout le monde ait le même vocabulaire. Savoir ce que c'est du RPA, du machine learning, ce que c'est la différence entre de l'IA cognitive, symbolique, etc. Deuxièmement, il va falloir les former au mindset parce que la data et l'IA, ça change l'univers. On n'est plus sur de la rationalité, on est sur de la probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire quand on voit, par exemple, nos dashboards, nos tableaux de bord? Qu'est-ce que ça veut dire quand on raisonne en probabilité? Troisièmement, très important, il va falloir leur faire toucher du doigt ces briques technologiques différentes. Parce que dans l'IA, on fait plein de choses différentes. On fait de la vision, de la reconnaissance faciale, on fait bien entendu de la parole avec de la compréhension et de la génération de texte, on fait de l'automatisation et on fait de la création de connaissances. Donc, il va falloir leur expliquer toutes les différentes usages, briques technologiques pour qu'ils puissent les transposer dans leur métier. Et ensuite, il va falloir les monter en compétences. On appelle ça devenir IA compatible, c'est-à-dire qu'il y a des compétences fondamentales à posséder pour pouvoir travailler en tant qu'expert métier dans des projets IA. Par exemple, comprendre les biais de l'IA. Par exemple, savoir poser des questions. Par exemple, être capable d'avoir une vision holistique de toutes les data et non pas silotées. Bref, donc vous voyez, on voit bien qu'il y a le vocabulaire, qu'il y a les briques technologiques, qu'il y a les usages et qu'il y a bien entendu les compétences pour être IA compatible. Est-ce que là, finalement, on se dit, bah, je vais les former, et puis finalement, mission accomplie, hein, et donc, je vais mettre au catalogue, je vais appeler des cabinets conseils comme Julie Starwen, je vais leur dire, faites-moi un parcours de formation sur celui-là. Mais est-ce que fondamentalement, ça suffit, selon toi? Non. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets? Ce qui est très important, c'est le changement de mindset et le changement culturel. C'est-à-dire qu'en fait, quand on veut vraiment amener ces experts métiers à participer à des projets IA, je pense qu'il faut suivre un des très bel exemple qui est celui d'EDF. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 3 facteurs clés. On a fait une étude de cas dans le MOOC l'IA pour tous avec EDF et Malakoff Médéric. Ce sont 2 études de cas qui permettent de voir comment on acculture les managers à un projet IA. Et donc, en fait, il y a 3 facteurs clés. Le premier facteur clé, c'est l'importance de comprendre que l'IA change les modèles économiques. Donc, c'est plus une question RH, c'est une question de stratégie globale. Ça change les modèles économiques. Je prends 2 exemples. Le premier exemple, c'est par exemple la maintenance. Avant, on remplaçait des pièces. Aujourd'hui, on va créer des services pour qu'il n'y ait plus de panne. Sur le médical, avant, on allait rembourser un acte médical, donc on remboursait la maladie. Aujourd'hui, on met en place des systèmes pour que justement, on accompagne le bien-être et qu'on ne soit plus malade. Je vais donner la parole à Isabelle parce qu'elle a un très bel exemple sur tout ce qui est police. Isabelle, tu m'entends? Oui, tout à fait. Désolée tout le monde pour ma caméra qui ne marche pas ce matin.
Ce qui est fondamental dans cette intervention de l'IA qui arrive dans les entreprises, c'est que c'est un game changer. Et en étant un game changer, pourquoi? Parce que ça vient bousculer les paradigmes actuels et parfois nos paradigmes les plus fondamentaux. Par exemple, un exemple que tout le monde connaît, c'est Facebook. Facebook, on aura pu lui reprocher et on continue à reprocher une attentation à la vie privée. Facebook se défend et dit qu'avec l'IA, elle va pouvoir protéger la vie publique des gens, puisque chacun d'entre nous mettons en ligne nos propres contenus. Donc, on a un changement de paradigme de vie privée vers vie publique. Autre exemple, c'est que évoquait Cécile, ce sont les logiciels de prédiction pour la police. Alors, ces logiciels de prédiction ont pour but, bien évidemment, de réduire le crime. Et par le passé, quand on réduisait le crime, eh bien, on félicitait chacun des policiers parce qu'il avait fait une arrestation, parce qu'il avait interrompu un acte, un attentat, par exemple. Hein. On a pu le voir la semaine dernière à Nice. Et le fait que des policiers municipaux ont reçu la Légion d'honneur, c'est parce qu'ils ont arrêté un terroriste. Demain, avec un logiciel prédictif, on va récompenser finalement l'absence de crime, puisque tout l'objectif, c'est qu'il n'y ait plus de crime. Donc, dans ce type de performance, d'évaluation, évaluer un policier aujourd'hui sans l'IA, c'est bien l'évaluer quand il va prévenir un crime, quand il va arrêter un voleur, on va dire, et alors que demain, ce sera parce qu'il n'y aura plus de crime que l'on va payer un système en intelligence artificielle. Voilà pour les deux exemples que je voulais partager avec vous. Merci Isabelle. Donc on voit bien là tout l'intérêt pour le DRH qui va devoir complètement revoir ses systèmes d'évaluation avec l'IA. Donc aujourd'hui, le DRH va accompagner des systèmes d'évaluation liés à la performance au résultat. Demain, avec l'IA, il va devoir penser des systèmes d'évaluation qui sont fondés sur les comportements pour qu'en fait, on accepte des systèmes d'IA qui nous font des prévisions, qui nous donnent des scénarios et donc qui sont ensuite, où la décision est humaine, ils sont ensuite déclinés dans les actes du collaborateur. Et donc, on voit bien là, avec ces deux exemples, que c'est sur le fondamental de la RH, qui est l'évaluation, qu'il va y avoir en fait tout un enjeu et que les DRH vont devoir être accompagnés, ça c'est sûr. Donc, c'était pour répondre. Donc, de la stratégie découlera des actions, bien entendu, RH. Et le deuxième point, c'est dans l'autre sens, c'est qu'il va falloir en fait que les DRH accompagnent la transformation des métiers. Tous les métiers seront impactés par l'IA. Alors attention, parce que vous savez bien dans tous les écrits, je suis contre l'idée de dire que l'IA va détruire des emplois complètement. Oui, l'IA va certainement détruire pour quelques magasins le métier de caissière, mais par contre, il va permettre de développer plein d'autres métiers qui sont l'accompagnement, donc dans le parcours client, dans un magasin automatisé, etc. Donc, tous les métiers vont être transformés de 3 façons différentes. Il y a des tâches qui seront faites par l'IA. Bon, ben voilà, on le sait. Donc, il y a des tâches où ce n'est pas la peine de se battre. L'IA va plus vite, elle n'est jamais malade, elle est plus efficace, ça va nous faire gagner du temps et de l'argent. Deuxièmement, l'IA va nous assister, et là, ça devient intéressant. C'est-à-dire qu'on va faire avec elle mieux la gestion de projet, la curation, etc. Et puis, là où les DRH doivent absolument accompagner les groupes métiers, c'est où l'IA va augmenter les collaborateurs. Grâce à l'IA, on pourra faire des choses qu'on ne peut pas faire sans elle. La traduction, le soutien à la créativité, etc., etc. Et donc, c'est l'enjeu des 5 prochaines années, être capable de mettre la RH au niveau du marketing et de la stratégie pour accompagner la transformation business des entreprises et être capable d'avoir une stratégie RH qui accompagne la transfo des métiers parce que tous les métiers seront impactés. Et là, la seule façon de faire, c'est inspirer, expliquer, c'est acculturer, former, et c'est faire tester dans des projets IA les apports des experts métiers et ensuite avoir une vraie réflexion, quatrièmement, sur comment moi, en tant qu'expert métier, avec mes collègues, je pense qu'il faut lâcher prise sur certaines tâches pour les faire par l'IA, comment certaines tâches, je peux les faire mieux avec l'IA et comment, en fait, je dois me concentrer sur mon nouveau métier qui sera un métier où l'IA va m'augmenter.
tu disais tout à l'heure, quand tu comparais les États-Unis enfin la côte américaine et l'Asie, avec le distinguo, évidemment, l'Asie, c'est pas que l'Asie, hein, tu disais, il y a Singapour, Hong Kong euh, et la Chine, entre autres. Euh, et en France, tu disais finalement, on est vraiment dans la data, et donc on va dire, on aime bien normaliser, hein. Alors, je dis la France, l'Europe, hein, la Commission européenne travaille sur tous ces sujets de normalisation. Donc la question qu'on peut se poser aussi en tant que DRH, c'est est-ce que je dois mettre en place une charte de l'IA qui va pouvoir, avec certains articles expliquant la protection de la donnée, comment ça se passe? Ça existe déjà? Les DRH se sont lancés là-dessus, dans ces chartes de l'IA, ou c'est un peu prématuré, ou ils y songent, ils y réfléchissent? Et est-ce que ça suffit finalement? Oui. Alors, c'est une vraie question. Alors déjà, c'est vrai que la posture française, c'est une double posture. C'est à la fois une posture de protection des libertés individuelles. C'est vraiment, donc on peut dire qu'on est le fer de lance, hein, de cette thématique. Et puis, c'est aussi une intellectualisation de l'IA, c'est-à-dire qu'on va toujours remettre en question, on va prendre de la distance, etc. Alors que dans la posture américaine, on est déjà dans l'usage, on teste, on voit ce qui se passe après, hein, tandis que nous, on intellectualise et après, on se pose les questions, est-ce qu'il faut faire ou pas faire? Donc, on est vraiment dans l'usage. Et puis, au niveau des datas, on est sur de l'utilisation de la data et non pas sur de la data qui va être protégée absolument. Donc, on le voit bien, les entreprises, les startups qui sont sur de l'IA, je pense par exemple à Dataiku, c'est un champion français, mais dès qu'il est monté en scalabilité, il a été obligé d'aller aux États-Unis parce qu'en fait, il ne pouvait plus utiliser la donnée dans un cadre européen. On le voit avec Emblema, qui est extraordinaire, qui est cette start-up qui crée en fait aujourd'hui dans le monde de la santé des plateformes pour utiliser les données des patients pour créer des nouveaux protocoles de recherche. C'est une start-up française, mais elle ne peut pas se développer en Europe, elle est obligée d'aller aux États-Unis. Donc on le voit bien, on a cette différence. Le deuxième point, Julien, c'était quoi la deuxième question? Redis-moi parce que j'ai perdu mon fil. C'était sur... Ah, j'entends pas. Allô? Je t'entends plus. Oui, pardon, je disais, la Pardon. question c'était de savoir s'il suffisait de mettre, est-ce qu'il fallait mettre en place une charte? Est-ce que les Oui, DRH oui. déjà travaillent dessus? Est-ce que ça suffisait? Oui. Alors, donc, on voit qu'il y a deux éléments différents. Donc, dans l'aspect américain, on est plus sur, j'allais dire, des pratiques, et donc on est sur de la norme empirique. Dans l'aspect européen, on est sur de la charte. Alors, vous avez l'exemple d'Orange qui a créé une charte sur de l'IA inclusive. Cette charte, elle a été signée par EDF, par exemple. Et l'objectif de la charte, c'est de poser un cadre de confiance, en gros, toujours autour de 5 mêmes critères: la transparence, la sécurité, l'équité, tout ce qui est sur la personnalisation et le fait que, bien entendu, ça permette une meilleure productivité. Bon, donc là, on est sur l'idée de la charte. Il y a un autre point, c'est par exemple les labels. Vous avez aujourd'hui des entreprises qui préfèrent choisir des labels. Ensuite, vous avez des cadres tels que l'UNESCO. L'UNESCO qui a créé tout un pan de recommandations éthiques pour les entreprises qui veulent créer des cadres de confiance qui sont ni des chartes ni des labels. Et puis, vous avez des exemples inverses, type La Poste, qui décide non pas d'avoir une stratégie top-down liée donc à un cadre, mais une stratégie bottom-up où il décide de tester des projets IA et chaque projet va être analysé pour pouvoir dégager ce qu'il faut faire de ce qu'il ne faut pas faire en termes éthiques et deviennent en fait des objets d'apprentissage au niveau de l'éthique. Donc c'est intéressant de voir qu'en fait aujourd'hui, je le vois puisque moi je suis interrogée dans différents groupes donc sur l'IA dans les grandes entreprises pour réfléchir à l'éthique, réfléchir à la transfo des métiers, et on le voit, on a ces deux, j'allais dire, attitudes différentes. Alors, bien entendu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Ça dépend des cadres stratégiques, des visions. Ça dépend surtout d'un élément majeur. Est-ce que vous parlez d'IA à vos collaborateurs ou pas? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit que toutes les entreprises parlent d'IA aux clients. Ça fait vendre et on est obligé d'avoir cette démarche commerciale. Mais toutes ne parlent pas d'IA aux collaborateurs. Donc, celles qui en parlent, pour expliquer
comment l'IA change les pratiques et va changer les métiers, sont plutôt dans du bottom-up et celles qui veulent au contraire avoir une stratégie plus d'implémentation globale sont plutôt dans du top-down. Peut-être une dernière question, Cécile, sur la gouvernance, justement. Quelle doit être la place de la DRH dans la gouvernance de l'IA et comment ça fonctionne aujourd'hui dans les organisations? Est-ce qu'il y a des gouvernances spécifiques IA? Oui, alors on s'aperçoit qu'en fait, il y a même des métiers en RH qu'on appelle la data gouvernance et on a des métiers spécifiques liés à l'IA. Ces métiers, ils ne sont pas dans la RH nécessairement. C'est souvent des nouvelles fonctions transversales qui surgissent, un peu comme on a eu le Chief Digital Officer. On a ce Chief Digital Officer qui prend en compte les aspects IA, ou on a un homologue quand ce sont des très grandes entreprises qui sont avec une fonction bicéphale. Donc on le voit, c'est des fonctions un peu transverses qui sont RH, marketing, SI, et qui sont bien sûr au niveau de la stratégie. Alors pourquoi? Pour 3 raisons. Déjà, c'est très important quand on est une entreprise de savoir où est la donnée. Donc, on ne va pas faire comme les compétences et cartographier toutes les compétences de l'entreprise et donc cartographier toutes les datas de l'entreprise. Mais c'est quand même important de savoir quelles sont les données nécessaires, utiles, sensibles stratégiquement et comment on veut les exploiter. Parce que le plus important, c'est de savoir celles qu'on ne va pas utiliser pour ne pas perdre du temps dessus. Donc, la data est importante dans son repérage et dans le repérage des datas qu'on va utiliser pour certains projets. Donc ça, c'est la data gouvernance. 2, c'est maintenant sur les métiers. Qui prend le pouvoir sur qui? Et ça, c'est très important. Bien entendu, on sait bien que dans les organisations, tout n'est pas structure, tout est un jeu d'acteurs. Et donc là, la data, en fait, est-ce qu'elle est rattachée à la stratégie? Est-ce qu'elle est dans la RH? Est-ce qu'elle est plus dans le marketing? Est-ce qu'elle est dans l'usine, dans la supply chain, dans les achats? Donc là, il y a un vrai jeu sur les enjeux de pouvoir autour de la data gouvernance. Et puis après, le plus important, c'est quand même l'enjeu des cyberattaques et de la cybersécurité. Parce qu'on le sait aujourd'hui, l'IA est extraordinairement efficace pour attaquer les entreprises. Et le meilleur pare-feu contre une cyberattaque, ce n'est pas justement les pare-feux, mais ce sont des IA. Parce qu'en fait, elles vont protéger les systèmes des organisations. Donc ça, c'est très important d'avoir ce sujet. Il y a un 4e sujet qu'on n'a pas évoqué et qui est essentiel. Donc c'est pour ça que je me permets de l'évoquer. C'est le lien entre l'IA et l'écologie, entre l'IA et la décarbonation. Ça, c'est un vrai sujet. Parce qu'aujourd'hui, l'IA, c'est bien entendu un sujet de consommation d'énergie avec les data centers, mais c'est aussi un sujet pour faire des économies d'énergie avec des usages qui le permettent. Donc, il va falloir avoir une bascule entre l'efficacité et le coût de l'IA au niveau énergétique. Et ça, c'est une réflexion dans, bien entendu, la transformation écologique que doivent mener les entreprises, et elles seront obligées d'utiliser de l'IA. Donc, on voit bien que dans la data gouvernance, on a l'écologie, la sécurité, la transfo des métiers, les jeux de pouvoir et la carto de la data. Écoute, merci Cécile pour tout cet éclairage. J'ai manqué à tous mes devoirs. Vous pouviez poser des questions dans le chat, dans le mode question. On vous a passé la slide, Julie vous a passé la slide. Est-ce que vous avez des questions qui vous démangent, que vous voulez poser à Cécile? Alors, on vous laisse un peu de temps. Il faut aller dans le module questions. Hein. Si vous avez des questions, on vous les prend tout de suite. Peut-être finalement, est-ce que tu as des exemples concrets d'actions qui ont été menées par des DRH justement sur ces actions d'IA que tu as en tête là, au-delà de l'aspect compétences, hein, parce qu'effectivement l'outil compétences, mieux cartographier ses compétences, c'est un sujet qui revient souvent. Est-ce que tu as d'autres exemples en tête, Cécile? Oui, bien sûr. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, notre façon de faire de la recherche, avec Isabelle, c'est vraiment de partir des pratiques et des exemples. Et donc, on a créé un MOOC qui s'appelle l'IA pour tous, qui est 100% gratuit, dans lequel, avec l'ouvrage Ce sera l'IA et moi, vous avez plus de 100 interviews dans le monde entier de praticiens, de dirigeants, de DRH qui vous proposent, en fait, dans des vidéos de 10 minutes,
donc sur une chaîne YouTube qui s'appelle Transformation managériale, des pratiques. Donc, je vais en citer 2. On a par exemple en Angleterre, donc c'est quelque chose qui ne peut pas se faire en France, mais c'est quand même parce que l'IA est un sujet international, donc on ne peut pas se réduire à la France. On a Unilever qui a utilisé l'IA pour faire du recrutement fondé sur de l'IA en fait symbolique et cognitive, en fait avec du Watson, sur de l'analyse de sensibilité. Et donc en fait, on est capable, en entendant le discours de votre candidat, de savoir comment est sa personnalité en termes d'émotion. Donc, vous voyez, ça va quand même assez loin. Et qu'il y a aujourd'hui, ça s'appelle Arview, hein, la startup qui fait ça, il y a aujourd'hui la possibilité de détecter des émotions avec l'IA, et donc ça peut être utilisé dans le recrutement, dans l'évaluation, etc., etc. Donc, on voit que ça va très loin. En France, c'est interdit, qu'on soit bien d'accord là-dessus. Autre exemple, vous avez aujourd'hui, je parlais de QVT en qualité de vie au travail, des exemples assez intéressants. Vous avez des objets connectés qui sont des cubes qui vont être reliés donc à des couleurs et on va demander à chaque collaborateur de mettre en arrivant au travail le cube sur une face. Si tout s'est bien passé dans le métro, il mettra la face verte. S'il a eu des retards, il mettra la face rouge. Si il arrive, il n'a pas trouvé d'endroit pour s'asseoir dans le flex office, il mettra la face violette. Et on a tout un volant de raison attaché à des couleurs. Et ça devient donc ensuite un outil de collecte d'informations qui va être transmis au DRH pour avoir un dashboard et savoir en temps réel quel est le moral, quel est en fait le niveau émotionnel de ses collaborateurs. Alors, il peut faire ensuite des tris par métier, par lieu, etc., etc. Donc, c'est pour vous dire qu'en fait, là, ce sont des petits exemples anecdotiques, mais on en a vraiment partout. On peut avoir aussi de l'IA, surtout dans la gestion de projet, extrêmement efficace. On a de l'IA pour prendre des rendez-vous, pour créer des sites internet, pour repérer des fraudes, pour vous faire de la prévision, pour faire de la prospection. Par exemple, vous avez la possibilité d'avoir des chatbots qui vous aident à concevoir un CV. Bon, tout ceci peut être encore développé. Alors, j'ai des questions sont tombées, figure-toi, donc merci à tous ceux et à toutes celles qui les ont posées. Il y a une question qui est intéressante sur l'exemple qu'Isabelle a donné sur le cas du policier. Alors, ça nous rappelle évidemment le fameux film avec Tom Cruise, Minority Report. Hein, c'est à terme pouvoir prédire finalement presque les méfaits de demain. Et la question qui est posée, c'est comment accompagner les RH dans cette nouvelle posture d'évaluation fondée sur des prédictions tout en restant éthique? C'est-à-dire ne pas sanctionner les actions qui ne seraient pas encore produites. Alors oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir en fait prendre en compte au moins 2 éléments. C'est n'oubliez jamais que les prédictions ne sont que des probabilités. Donc, ça ne veut pas dire que ça va se passer. Donc, ça veut dire que dans l'évaluation, on ne pourra pas simplement utiliser une évaluation sur des prédictions. Ça veut dire une chose, ça veut dire que l'évaluation devra prendre de plus en plus en compte le comportemental. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'évaluation est faite soit par le manager, soit par les pairs, soit par des systèmes tels que des questionnaires, donc des systèmes automatisés. Et ça veut dire que demain, elle pourra être faite par une IA. Mais ça voudra dire que tout ce qui peut être fait par une IA peut comporter des biais. Donc, dans la formation que vous allez donner à votre manager, il faudra bien entendu les former aux biais liés aux IA. Bon, il y a autant des biais humains, mais les biais liés aux IA sont extrêmement importants également. Donc, tout ça pour dire qu'en termes d'évaluation, il faudra trianguler, focaliser sur les comportements et non pas sur le fait de faire ce que l'IA nous prédit. C'est-à-dire qu'on peut très bien dire j'ai cette prédiction de l'IA, mais je prends un comportement opposé et ça peut être la bonne attitude. Vous voyez ce que je veux dire? Et troisièmement, donc, important de toujours garder en tête qu'en fait, eh bien, dans une évaluation, il peut y avoir des biais sur lesquels il faut être formé au préalable. On appelle ça les biais cognitifs. Et je crois que vous avez des experts chez vous sur ces sujets. C'est vrai, oui. Merci de. Je voulais peut-être juste compléter un tout petit peu ce que disait Cécile, c'est que, dans toutes les transformations qu'on a vues ces derniers temps, que ce soit numérique ou IA,
il y a quelque chose qui doit se développer énormément, c'est la confiance. Et on voit un changement de posture dans le management qui va vers plus de confiance dans le collaborateur et moins de contrôle. Avec des IA qui vont effectivement faire de l'analyse comportementale et va pouvoir prédire peut-être des comportements qui seraient inadéquats, il y a un moment où il faut rentrer et dans le dialogue et dans la confiance. Et surtout, il va falloir trouver des moyens de revaloriser le travail. Parce que si on est félicité, si on réussit sur la non-action, ça va être compliqué. Hein, voilà, c'était juste pour compléter sur ces 2 points. Merci Isabelle. Question aussi, ou plutôt suggestion, enfin plutôt réflexion, je dirais. Si j'ai bien compris, le passage à l'IA n'est pas seulement une informatisation, mais elle doit être précédée d'une réflexion stratégique de l'entreprise. Donc c'est ça que tu dis, Cécile, hein? Ah, tout à fait. C'est-à-dire qu'on le voit dans la pratique, on peut croire que c'est la poursuite de la transformation numérique. Je prends un exemple sur le recrutement. On a, avec la transfo numérique aujourd'hui, donc des recrutements qui peuvent se faire de façon automatisée avec du sourcing, etc. L'IA peut être introduite de façon invisible pour apporter, par exemple, du matching affinitaire, du matching prédictif, etc. Et pourtant, le plus important, c'est pas ce qu'elle permet de faire, mais c'est comment en fait elle va changer les paramètres, c'est-à-dire qu'à la fin, vous n'allez plus du tout avoir les mêmes candidats. Donc ça veut dire qu'en fait, votre gestion des talents, elle doit être réfléchie en amont. Est-ce que vous voulez vraiment demain avoir des candidats qui n'ont plus les diplômes, mais qui ont les bons comportements parce qu'ils seront poussés par des IA tels que Gauchaba? Ou est-ce qu'au contraire, vous voulez avoir un mixte, c'est-à-dire avoir une population et de personnes qui n'ont peut-être pas les diplômes, qui ont les comportements, mais aussi ceux qui ont des diplômes, parce qu'en fait, dans l'évolution de carrière, on s'aperçoit que tous ceux qui ont été recrutés que par des IA, les études le montrent, à un moment donné, ils n'arrivent pas à développer leur carrière sur le poste N+1 ou N+2 parce que les diplômes et la montée en compétences n'est pas suffisante. Donc, en fait, oui, les pratiques IA sont là, mais il faut absolument comprendre qu'elles changent les fondamentaux, l'évaluation, comme le disait Isabelle, la confiance, mais aussi en même temps le recrutement et autres, et que là-dessus, il faut avoir une vision stratégique. Ce qui vaut bien, moi, mon message au DRH, il est simple. Il est, vos collègues marketeurs, ils ont entre 5 et 8 ans d'avance sur vous avec de l'IA. Donc, il faut vous y mettre. 2, vous avez un rôle à jouer sur l'intro de l'IA dans les modèles économiques RH, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans le marketing, parce que de toute façon, ça va toucher les modèles de la stratégie et les modèles business de l'organisation. Et 3, vous avez une responsabilité sociétale d'accompagner la transfo des métiers de vos collaborateurs, parce qu'autrement, demain, ils seront plus employables. Donc, de toute façon, ça fait partie de votre transformation, en tout cas de votre responsabilité en tant que DRH. Ça, c'est vraiment les 3 messages que j'aimerais adresser. Donc, pour ça, il faut inspirer, acculturer, transformer, tester. Il y a une question qui nous est posée, qui nous demande finalement, est-ce que justement sur tout ce qui est lié appliqué à la GPEC, au développement des compétences, est-ce que tu as un case study? Alors, je vais faire un début de réponse, comme ça, on a fait un webinar dans le cadre du lancement de notre 3e livre blanc avec Top Employeur sur la DRH augmentée, et on a eu la chance d'avoir le directeur du développement des talents de Saint-Gobain qui explique très très bien l'expérience qu'ils ont faite sur ce sujet-là. Donc, je vous encourage à aller vous connecter sur notre site, vous aurez le replay de cette intervention. Et ça peut vous donner de manière très concrète, et ils racontent assez bien tout ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, avec tous les enjeux, les risques, les contraintes. Et c'était un témoignage extrêmement intéressant. Cécile, je te laisse répondre peut-être aussi de ton côté. Oui, en fait, tout à fait. Moi, j'ai trouvé ce livre blanc du DRH augmenté exceptionnel, avec le très bel exemple de PepsiCo également, qui expliquait comment ils intégraient l'IA. Donc, c'est vraiment, il y a beaucoup d'exemples, c'est très concret et c'est très, très bien fait. Donc, sur la GPEC, en fait, on a dans la chaîne YouTube deux cas passionnants. Comment l'IA transforme la GPEC? Alors, de façon très simple. Avant, quand on est une entreprise classique, on va penser la GPEC par rapport à une cartographie des compétences, à des référentiels. Donc, on va mettre au regard toutes les compétences qu'on a par rapport à des besoins, mais on reste en interne.
Ce qu'apporte l'IA, c'est qu'en fait, vous avez un scan des compétences en externe du marché qui est mis en relation avec les compétences que vous avez. Et en fait, ça vous permet de voir si vous manquez des métiers, si vous manquez des compétences, non pas qu'en interne, mais par rapport à l'évolution des métiers en externe. Et ça, c'est un vrai apport de l'IA. C'est le premier apport, c'est l'ouverture vers les compétences externes. Et le deuxième apport, c'est que ça vous permet de faire de la GPEC en temps réel et non plus avec 5 ans de retard quand vous avez fini votre carto. Tout ça pour vous dire qu'en fait, il y a aujourd'hui 2 startups qu'on a interviewées, Burning Glass et Borst, qui sont donc des startups de GPEC et d'IA et qui vous expliquent en fait que ça va tellement loin, l'intégration de l'IA dans la GPEC, qu'elles ont créé des indices de transformation des métiers avec l'IA et elles sont capables de vous dire à terme, à 2-3 ans, si ce métier, il va être transformé à 10, 20, 50% avec l'IA ou pas. Elles ont fait la même chose sur le télétravail. Dans quelle mesure tel métier peut être fait en télétravail ou pas. Donc voilà, donc ça vous permet donc d'avoir et un scan des cartographies des compétences externes internes et bien sûr une actualisation en temps réel de votre référentiel. Et ça, pour un responsable de GPEC, c'est quand même une avancée. Cécile, c'était la dernière question. Je voulais encore une fois te remercier et remercier Isabelle pour ce témoignage. Je crois que c'était extrêmement riche, comme d'habitude, je dirais, avec Cécile. C'est toujours très dynamique et on apprend beaucoup de choses sur ces sujets-là. Ce que je vous propose peut-être, c'est on nous a demandé le PowerPoint, on va vous remettre tout ça hein, sur LinkedIn et sur votre site. On vous remettra le lien aussi sur ce livre blanc qui vient de sortir il y a 2 semaines sur la DRH augmentée pour que vous puissiez accéder au cas et au webinar. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on va vous mettre toute cette information-là. C'est notre philosophie, c'est de partager l'information pour pouvoir mieux la diffuser et que justement cette culture du l'IA puisse se diffuser. Et on est bien sûr à votre service pour répondre à toutes vos questions éventuelles avec Cécile, Isabelle et Julie Starway. Encore une fois, un grand merci. Je vous souhaite une très bonne journée et puis à la prochaine pour un nouveau webinaire sur une thématique à déterminer tous ensemble. Voilà, à très bientôt. Au revoir et merci. Au revoir. Merci Judith, merci Julien, merci Isabelle, merci à tous. Bonne journée à tous.